Ryan Bonjon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de Turquie, l'heure de vérité, chez Empreinte. La Turquie est un pays que vous connaissez sur le bout des doigts. Vous avez été 10 ans correspondante pour différents médias, dont Arte, dans ce pays. Alors, ce week-end, il y a des élections à fort enjeu, les élections municipales. Quels sont les grands enjeux de ces élections ? Alors, pas fort en jeu parce que ça se présente dans un contexte de récession économique, d'inflation, de fort chômage. Or, comme vous le savez, l'année dernière déjà, il devait y avoir des législatives et des présidentielles en novembre 2018 et le président Erdogan les avait reculées à juin pour justement ne pas tenir ce scrutin dans ce contexte de récession économique. Donc là, on est en plein récession économique et ça, c'est un enjeu très important parce que le vrai contrat de Erdogan avec son peuple, c'était un contrat social. L'idée, je vous donne la croissance et vous me faites confiance. Il risque de payer les mauvais résultats. La livre a dévissé, le chômage est repassé au-dessus des 10%, l'inflation est très importante, donc ça veut dire qu'en termes de cherté de la vie pour les ménages, c'est beaucoup plus compliqué que par le passé. Oui, 30% d'augmentation des produits alimentaires, des légumes en particulier. Alors oui, effectivement, la chose nouvelle, déjà, quand on regarde déjà les municipales de 2014, son parti avait chuté. Ce qui est nouveau, c'est qu'il a conclu une alliance avec ses nouveaux alliés, ultranationalistes. Donc effectivement, il peut sauver la mise grâce à cette alliance. Il ne sera sûrement pas majoritaire, ça c'est sûr. Le parti de la justice et du développement, son parti, l'AKP, ne sera sûrement pas majoritaire. Face à lui, il y a deux camps. Un premier camp qui est le parti républicain du peuple, qui est allié avec une scission des ultranationalistes, le bon parti, qui est nationaliste aussi, le parti républicain du peuple étant souverainiste et nationaliste. Et puis vous avez un troisième bloc, qui est le bloc de gauche pro-kurde, plutôt autonomiste kurde, qui eux ont décidé de ne pas présenter de candidats dans les villes de l'Ouest afin de soutenir l'opposition. En fait, il aurait pu avoir une alliance, Donc, mais elle ne s'est pas faite. Il y a une sorte de bloc de constitution d'un front anti-Erdogan, Voilà. anti-AKP. Il y a un front objectif, si vous voulez, même si l'alliance elle-même ne s'est pas faite entre les pro-kurdes de gauche et les nationalistes souverainistes. Oui, avec des lignes idéologiques assez différentes dans ces partis, ce qui peut expliquer aussi que ce soit difficile de constituer une alliance. On dit qu'Erdogan, que l'AKP pourrait perdre quelques grandes villes comme Istanbul notamment. Alors, ce serait une lourde perte, et puis symbolique. On est très prudent parce que si vous vous souvenez bien, en juin 2018, un certain nombre d'intellectuels turcs et français, etc., ont dit il va perdre, etc. Et puis en fait, les scores ont été très bons. On a un vrai problème avec les sondages. Ça n'est pas facile d'avoir des sondages fiables. Et surtout, il y a une part d'indécis. Qui est évaluée à 15-20%, ça dépend. Et c'est elle qui mettra les choses en balance, si vous voulez. Et les indécis sont plutôt en général pro-AKP, pro-Erdogan, pro-stabilité d'une certaine manière. Second point, il y a quand même toute l'histoire des manipulations. Les manipulations. C'est l'une des grandes questions. Transparence, fraude. Voilà, les manipulations ont toujours existé. Mais elles ont atteint quand même un niveau bien plus important depuis quelques années. Et surtout, il y a une mobilisation des ressources de l'État pour le parti de la justice et du développement. Un exemple, les bus qui amènent les sympathisants, l'AKP, sont des bus municipaux. Un certain nombre d'assesseurs dans les bureaux de vote sont des fonctionnaires. Donc il y a une mobilisation de l'État qui, effectivement, là, est la grande chose nouvelle et pose un vrai problème de légitimité aussi démocratique. Et une mobilisation aussi de tous les médias d'État au profit du parti au pouvoir. Oui, alors là, maintenant, les chiffres sont tellement extravagants, le différentiel est tellement grand qu'on a du mal à suivre. Enfin, je veux dire, ça se compte en nombre d'heures pour Erdogan. Alors, l'erreur que souvent les gens font, c'est de dire, mais Erdogan, normalement, est président de la République, il ne devrait pas s'investir dans la campagne électorale. Or, avec la réforme constitutionnelle, il est devenu le chef du parti. Donc c'est bien le chef du parti qui mène la campagne et il a tout à fait le droit, constitutionnellement, de faire cette campagne. Où est-ce qu'on en est ? Depuis la tentative avortée de coup d'État de 2016, il y a eu un verrouillage des libertés publiques, un certain nombre de purges. Où est-ce qu'on en est de cette politique de répression ? Alors, ce qu'il faut comprendre, et qu'on ne voit pas toujours, c'est qu'il y a eu, au sein de la mouvance islamique, une vraie lutte de pouvoir.
pour le contrôle de l'appareil d'État. C'est-à-dire que Erdogan, quand il est arrivé, n'avait pas la maîtrise de l'appareil d'État. Qui tenait l'appareil d'État? C'était les kémalistes et les nationalistes et un réseau qui était sympathisant, supporter de ce qu'on appelle l'imam, d'un imam, Gülen, qui s'était auto-expatrié aux États-Unis. Mais qui était son allié au départ? Qui s'est allié? C'était un mariage de convenance. Parce que, en 2002. Voilà. Et quand on voit le narratif de Erdogan pendant ses premières années, c'est un narratif pro-européen, dialogue des civilisations. Il avait même fait l'alliance des civilisations. D'ouverture, de main tendue envers, voilà. envers Öcalan. Sur Israël et Iran, profil bas. Et ça, c'est tout à fait la ligne des gulenistes. Et puis les gulenistes ont pris du pouvoir au sein de la police, la justice. Ils ont aidé Erdogan, enfin ils ont travaillé ensemble pour renvoyer l'armée dans ses casernes. Et dès que l'ennemi principal, qui était l'armée, qui était quand même qui verrouillait, si vous voulez, à la fois la laïcité, et puis l'État, et puis la politique étrangère, l'armée est autoproclamée, si vous voulez, elle a un domaine privilégié, qui était à peu près tout ce qui tient à la sécurité, c'est-à-dire c'est très large. Dès que cette armée a été renvoyée dans ses casernes à coups d'arrestations, de purges, de faux procès, là, les deux alliés se sont retrouvés, Erdogan d'un côté, les gulenistes de l'autre, et il y a eu une lutte à mort pour le pouvoir, dont l'acmé a été le coup d'État raté, qui a donné lieu à un coup d'État civil réussi. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a une seconde vague de purge dans l'armée, mais aussi dans la fonction publique, mais aussi dans la justice, mais aussi dans l'éducation, et qui montre à quel point ce réseau de gens assez instruits, qui étaient les gulenistes, de gens assez instruits, enfin, il y avait eu aussi des fraudes dans les examens, hein, était important, et ça n'est pas fini. Vous me posez la question pour savoir si c'est fini, ça n'est pas fini. Il y a toujours une espèce de volonté de nettoyer, entre guillemets, l'appareil d'État de cette présence guleniste. Universitaire, médias. Absolument. Acteurs de la société civile. Voilà, alors maintenant, on peut se dire, qui tient maintenant l'État? Parce que l'État turc, on le voit toujours très fort, il est effectivement par rapport aux autres pays de la région un État plutôt fort, mais en fait, et ça c'est très propre à la Turquie, il y a toujours eu besoin de posséder, de s'approprier l'État, et c'est ça qui est en train de se jouer avec Erdogan. Erdogan, enfin, essaye de s'approprier l'État. Le problème, c'est qu'il est obligé de s'allier, maintenant il n'a plus les gulenistes, et il s'allie avec les ultranationalistes. D'où le nouveau narratif. D'où le nouveau narratif et une campagne très nationaliste là, pendant ces élections. Absolument. Alors, il faut toujours un ennemi. Il faut un ennemi de l'intérieur. Hein, et de l'extérieur. Et c'est là où il y a... Alors, moi, je dis que c'est une autocratie avec des éléments fascistes. C'est-à-dire qu'il y a aussi la création d'une nouvelle génération, il y a donc toute cette histoire de l'ennemi intérieur, du complot, il y a aussi tout un discours qui a vraiment des accents fascisants. Et sur le plan économique, c'est aussi un peu quelque part un paradoxe. Les islamistes sont très libéraux, je ne sais pas si on peut les qualifier de néolibéraux. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, alors ça, c'est le capitalisme sauvage. Moi, je me rappelle de gens qui sont arrivés, enfin d'Européens, qui nous disent, mais c'est incroyable, quoi. Alors, il y a quand même encore des syndicats, mais enfin, alors, surtout, il y a une politique de grands travaux qui a permis à Erdogan d'avoir un réseau de clientèle. Et c'est comme ça aussi qu'il tient un certain nombre de personnes et de gens du parti, c'est-à-dire qu'ils lui doivent beaucoup, qu'ils lui doivent sa fortune. Tous les marchés d'État, si vous voulez, ont été quand même donnés à un certain nombre de ses amis. Et puis, regardez quand même le patronat libéral. On ne l'entend pas beaucoup. C'est bien parce que ça lui convient, le système économique lui convient et que, au fond, leur positionnement, leur marché n'ont pas été trop contestés par Erdogan. Dans ce contexte, quelle politique doit poursuivre l'Europe à l'égard d'Erdogan? Je crois que vous dites là dans votre ouvrage, les ambitions politiques volent, les subventions demeurent, notamment avec ce qui se passe en Syrie. Oui, alors là, c'est le grand paradoxe, c'est un des chapitres que je trouve le plus flagrant. C'est-à-dire que sachez qu'entre 2007 et 2020, l'Europe va donner près de 10 milliards d'euros à la Turquie. Pas pour les réfugiés syriens, ça c'est d'autres choses, 6 milliards de ce côté-là. 10 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'elle continue. Et pourquoi est-ce que ces fonds sont débloqués? C'est pour l'acquis communautaire, c'est-à-dire qu'elle donne de l'argent pour que la Turquie se mette encore en conformité avec l'acquis communautaire. 45 ou 50 chapitres. 23 chapitres, enfin, de l'Union européenne. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'au fond, elle continue à financer
la Turquie comme si celle-ci, effectivement, allait être membre de l'Union européenne. Sauf qu'il n'y a aucun désir politique. Alors, il n'y a aucun désir politique, et puis surtout, il y a un discours anti-européen absolument terrible. Le problème, c'est que de l'autre côté, les Européens avancent en fond pas du tout unis vis-à-vis de cette histoire. Hein. Oui, donc entre les progressistes, enfin, entre guillemets, et absolument. Et donc, les nationalistes, nous aussi, on a nos... Voilà. Alors, le Parlement européen a dit qu'il fallait suspendre les négociations, mais on sait bien que le Parlement européen n'a pas grand-chose à dire, c'est la Commission qui le décidera. Et la Commission part du principe qu'au fond, il vaut mieux quand même garder ce lien, parce que quand même, du coup, si on commence à vraiment couper complètement, on n'aura plus aucun levier, si vous voulez. C'est ça l'idée. Avec un président Erdogan, un parti et des structures d'État, notamment religieuses, qui prennent de plus en plus pied en Europe. Alors c'est ça, il y a ce qu'on appelle la direction des affaires religieuses, la présidence, qui est rattachée au président de la République lui-même et qui a un volet européen qui s'appelle le DITIB. Et il faut savoir que, par exemple, en France, nous avons 400 mosquées qui ont été financées par les Turcs, donc autant d'imams qui sont envoyés en Turquie. Alors, ce n'est pas propre à la Turquie, le Maroc, l'Algérie aussi, c'est tout ce qu'on appelle l'islam consulaire. Mais les Turcs sont extrêmement mieux organisés d'une certaine manière que les Algériens et que les Tunisiens. Et puis, la personnalité d'Erdogan trouve un certain écho, en particulier dans les quartiers. Oui, pourquoi est-il si populaire auprès de la jeunesse franco-maghrébine? Parce qu'il parle sur Israël d'une façon... Il dénonce Israël, et parfois il est un peu le seul quand même à le faire, il faut dire. C'est vrai que la cause palestinienne... Cela dit, il continue à faire du commerce. Hein. Il n'a jamais appelé au boycott d'Israël. Le commerce a plutôt augmenté entre la Turquie et Israël, et en particulier dans son entourage très très étroit, on fait du commerce avec Israël. Il se sert énormément aussi de toute la rhétorique sur l'islamophobie, hein, en renvoyant la France en particulier à l'islamophobie. Et puis, il y a aussi toute la dimension coloniale, quoi. Il joue... Ça, c'est très... Enfin, c'est pas lui, il a des conseillers qui lui préparent les narratifs et les arguments. Mais il sait faire ça, et ça marche très bien dans les quartiers. La relation entre le président Macron et le président Erdogan, ils se parlent. Le président Macron va être très pragmatique, être dans la réelle politique avec lui. Est-ce que c'est un bon calcul? Alors, ce qu'on entend toujours, c'est qu'il y a beaucoup de téléphones. Hein. Oui, ils se parlent beaucoup. Ils se parlent beaucoup par téléphone. Bon, le président Macron a toujours un petit peu cette technique, un peu aussi de lancer une petite pique. Parfois, la dernière fois, il a dit, ah bah oui, il était à Ankara ou à Istanbul, et puis il lui dit, au fond, oui, ça c'est facile, vous avez réglé le problème, vous n'avez plus de gouvernement, donc le Parlement n'a plus aucun rôle. Enfin, bon, les gens qui avaient suivi et qui comprenaient un peu la réforme constitutionnelle voyaient ce que voulait dire le président. Mais enfin bon, donc la relation, bah, c'est tout le problème du président Macron avec ses néo-autoritaires, quoi. Comment faire? Les armes ne sont pas les mêmes, les discours sont très déstabiliseurs. Et Erdogan n'a peur de rien. Enfin, je veux dire, on l'a vu avec toute la crise des réfugiés. Donc ça, c'est toute la question. Je crois que le président Macron était à une assemblée devant les Arméniens et il disait, je ne serai pas votre avocat, parce que moi, ce que je veux, c'est jouer la carte des démocrates. Donc on sent que ce qu'il voulait, il veut absolument pas couper le dialogue, et il se dit... il faut jouer la carte des démocrates. C'est ceux-là, les démocrates turcs, bien entendu. C'est ceux-là qu'il faut soutenir. Et si on commence à faire un affront, enfin, à se confronter trop violemment à Erdogan, on n'aura plus ce levier-là. C'est un peu ça, si je peux comprendre la politique de Macron. Ariane Bozon, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Turquie, l'heure de vérité. Merci beaucoup.